Je vous souhaitais la bienvenue pour ce dernier rendez-vous mensuel, notre webinaire du jeudi matin. C'est le dernier de l'année 2024, mais nous reprendrons évidemment le cycle dès le mois de janvier prochain. On a choisi de parler aujourd'hui de la biodiversité et c'est un échange qui fait un peu suite à un temps fort qui avait eu lieu il y a exactement un an, enfin quasiment un an, le 30 novembre dernier. On avait organisé une journée technique, Construire avec le vivant, qui avait été l'occasion d'aborder un certain nombre de sujets en lien avec cette thématique, et notamment sur la question des compétences et de l'accompagnement nécessaire comme un facteur de réussite pour une intégration réussie de la biodiversité. Donc aujourd'hui, on a choisi de poursuivre nos échanges sur cette question-là et on a invité deux spécialistes pour échanger avec vous sur le sujet. Donc on va parler plus spécifiquement de la question de la biodiversité, comment favoriser la biodiversité par le paysage. Donc un webinaire en deux temps. On donnera dans un premier temps la parole à Erika Kérésit de Glace Biodiversité qui va nous présenter la manière d'appréhender la biodiversité à l'échelle d'une ville ou d'un quartier. Et comme à l'habitude, dans un second temps, on sera plutôt sur une approche retour d'expérience, retour de terrain, avec Malvina Bali, qui est paysagiste. On vous laissera la parole par l'intermédiaire du chat pour poser vos questions à la fin de chacune des deux interventions. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Je me ferai moi votre porte-parole auprès de nos deux intervenantes du jour. Voilà pour le petit propos introductif. Je fais un petit rappel pour ceux qui arrivent en cours de route. Merci de bien conserver vos micros fermés et d'utiliser le chat pour poser vos questions. Et dernière petite précision, ce webinaire est enregistré et il sera mis en ligne sur notre site et sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Voilà. Merci à tous d'être là et je laisse la parole à Erika pour introduire le sujet. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup à Batiab de nous permettre d'aborder ce sujet important. Alors, hop, je partage. Vous voyez bien l'écran? On voit bien l'écran, Ok, Erika. Il parfait. faudrait peut-être le basculer en plein écran pour que ça soit parfaitement lisible. Hum, Ah oui, de mon côté, il s'affiche en plein écran. Donc, je vais embêter. On prend peut-être juste quelques instants pour le mettre Je fais bien en mode ça. diaporama. Non plus. Je vais partager, le PDF. Donc, en attendant, donc Glace Biodiversité, c'est voilà, je suis ingénieure environnement et j'ai créé Glace Biodiversité il y a 2 ans pour travailler sur l'intégration de la biodiversité dans les stratégies d'acteurs privés et publics. Et donc en stade stratégie, diagnostic, mais aussi voilà, dans tout ce qui concerne le projet immobilier, par exemple. Est-ce que là, c'est mieux Alors là, c'est mieux et peut-être qu'il y a encore possibilité comme d'avoir. ça? Ouais. Voilà, là, ça ira. Ok. Alors, donc tout d'abord, la biodiversité, c'est un sujet voilà, dont on entend de plus en plus parler. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? En fait, c'est l'ensemble du tissu du vivant sur Terre. Et il faut en prendre en compte 3 niveaux. La biodiversité, c'est la diversité des écosystèmes. Ce n'est pas que la diversité des espèces, et c'est aussi leur diversité génétique de ces espèces. Voilà, c'est vraiment important de prendre en compte ces 3 niveaux. Donc c'est le tissu vivant, les interactions entre ce vivant, son milieu, et c'est aussi le socle de la vie. En fait, c'est vraiment une interdépendance forte entre le vivant et le maintien de la vie sur Terre. Donc ça se traduit par des services rendus par ce vivant. En fait, c'est l'essentiel de ce dont on a besoin pour vivre, qui est issu de la biodiversité. Donc des services d'approvisionnement voilà, que vous connaissez tous. C'est ce qui nous permet d'avoir du bois, de la nourriture, de l'eau douce, mais aussi des produits biochimiques, etc.
Et en termes de services de régulation, c'est voilà, fondamental de maintenir des écosystèmes fonctionnels, puisque c'est ce qui nous permet d'avoir des services comme la purification de l'eau, la régulation de l'eau en termes aussi de, bah, par exemple, de gestion des aléas, comme les crues ou la sécheresse, des maladies. Et puis, il y a une forte connexion aussi avec le sujet du climat qui intéresse beaucoup d'entre vous, évidemment. Euh, En dehors de ces services, il y a évidemment les services culturels aussi. Enfin, c'est fondamental pour l'espèce humaine d'être en contact avec le vivant. On en fait partie, on est vivant, on fait partie de la biodiversité. Donc, je ne vais pas détailler l'ensemble de ces services, mais on ne peut pas s'en couper. Donc, aussi des choses auxquelles on pense moins, c'est aussi la formation du sol qui dépend de la biodiversité. Donc 1 centimètre de sol forestier, c'est à peu près 100 ans pour qu'il se crée. Et c'est lié justement aux micro-organismes, à la microfaune, etc. Et autre chose, justement, ça fait aussi un peu le lien avec le sol, c'est qu'on parle beaucoup des mammifères quand on pense biodiversité. Mais en fait, les mammifères, c'est une infime partie des espèces vivantes sur Terre. On a énormément d'insectes et de plantes, d'algues, de champignons. Voilà, donc on ne les connaît pas tous encore aujourd'hui. Pourquoi parler de biodiversité aujourd'hui? Parce qu'on doit agir partout et tout de suite. C'est pas moi qui le dis, je m'en fais la porte-parole. On est entré dans une 6e extinction en termes de rythme d'érosion de la biodiversité. Les précédentes extinctions n'étaient pas liées à l'activité humaine, c'est la première évidemment dans l'histoire de l'humanité, euh, ce qui est assez critique et ce qui est lié aux activités humaines, c'est prouvé. Donc le dernier rapport du WWF souligne le fait qu'on a 5 ans pour mettre le monde sur une trajectoire durable avant d'atteindre des points de bascule incontrôlables. Donc là, il parle à la fois de la biodiversité et du climat, puisqu'il y a vraiment une connexion forte entre les deux. Et puis quelque chose voilà, qui est assez effrayant, c'est voilà, de se rendre compte qu'en moins d'une vie humaine, on a perdu 70% des populations d'animaux vertébrés. Heureusement, voilà, il n'est pas trop tard pour agir. Il y a une forte résilience aussi du vivant et de la biodiversité. Et on peut agir pas seulement dans des aires protégées qui représentent une petite partie du territoire mondial, mais partout, puisque voilà, ce tissu vivant, il a besoin d'être présent partout. On ne peut pas le cantonner dans des espaces précis. Et donc, agir sur tous les espaces qui nous entourent, c'est agir aussi pour la biodiversité ordinaire, qui est un peu le négatif de la biodiversité remarquable, qui est parfois plus évoqué, donc des espèces emblématiques, des espèces protégées, des territoires remarquables, Natura 2000, etc. Mais agir pour les habitats et les espèces moins emblématiques qu'on a autour de soi et qui sont aussi fragilisées. Donc, il y a l'exemple, peut-être vous en avez entendu parler du hérisson d'Europe qui a changé de catégorie sur la liste rouge de l'UIUCN, qui est maintenant considéré comme quasi menacé en Europe de l'Ouest, voilà, qui est une espèce familière pour nous. Et puis, si on regarde cette carte de l'abondance de la population d'oiseaux communs des milieux bâtis, on voit que sur la période 2003-2013, il y a eu une perte assez importante, donc jusqu'à 15% sur les zones rouges de leur abondance. Donc on voit que en Bretagne notamment, mais voilà, là c'est un indicateur oiseau puisque ce sont des espèces parapluies qui permettent en fait de se rendre compte de l'état d'un écosystème ou de milieu. Mais on a un travail pour renforcer cette biodiversité ordinaire. Donc comment agir en tant que bâtisseur durable? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. La première chose qui est recensée, c'est évidemment de limiter la consommation d'espace et de préserver les milieux. Donc,
pour cela, lutter contre l'artificialisation des sols, on va y revenir, travailler sur les continuités écologiques et notamment trame verte et bleue. On pourrait aussi ajouter la trame brune qui est le sol. Et donc, en fait, cette question des trames, c'est d'avoir des continuités qui permettent aux espèces d'avoir l'ensemble de leur cycle de vie euh, présent sur un espace donné via des connexions fonctionnelles. Au-delà de ça, on peut aller plus loin et voilà, ce que je veux mettre l'accent sur le fait d'amplifier la biodiversité sur les milieux artificialisés, puisque ce sont des milieux qui créent des fractures aujourd'hui dans le territoire et qui peuvent être très stériles. Et ce sont des espaces qui concentrent la population. Donc en termes aussi d'enjeux par rapport à la résilience des villes, par rapport au bien-être, à l'adaptation aussi à des risques environnementaux, on a besoin d'agir sur ces espaces. Et donc là, on croise aussi avec l'approche solution fondée sur la nature, voilà, avec laquelle vous êtes familier, mais en gros, valoriser le vivant, le végétal notamment, pour rendre les villes plus résilientes. Donc, lutter contre l'artificialisation des sols, le premier point. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, en tant qu'acteur de la ville ou collectivité locale, on a la main. Donc ça, c'est enfin, une carte issue du site de l'Observatoire de l'artificialisation des sols qui est développé par le gouvernement. Donc on voit ici, par exemple, le nombre de mètres carrés consommés par rapport à la variation de la population. Donc là, ils ont les données que sur la période 2014-2020. Mais en gros, sur les zones plus foncées, on a consommé plus de 1000 mètres carrés par habitant supplémentaire. Donc l'enjeu de sobriété l'artificialisation est assez fondamental. Et c'est quelque chose voilà, qui fait aussi l'objet du ZAN, dont on parle beaucoup aussi en ce moment. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est en fait de penser habitat écologique. Puisque favoriser la biodiversité, c'est avant tout une question de milieu. Comment est-ce qu'on préserve ces habitats? Comment est-ce qu'on peut en créer de nouveaux, les améliorer et leur rendre leur fonctionnalité? Et pour ça, en fait, l'échelle du paysage est intéressante parce que c'est un niveau d'organisation supérieur à celui de l'écosystème. Et donc, on peut appréhender des ensembles d'habitats ou écosystèmes et leurs interactions quand on s'intéresse au paysage. Voilà, qui sont ensuite la base de la présence d'espèces. C'est un volet qui est moins étudié parce qu'il est plus difficile à étudier, mais je pense que ça va vous parler. On va détailler un petit peu ça ensuite. Juste quelques éléments de vocabulaire. Donc, en fait, on va s'intéresser à la question de la matrice, donc qui est en fait l'habitat majoritaire, par exemple, ça peut être le tissu urbain. Et au sein de cette matrice, la présence de corridors, par exemple une trame boisée, et de ce qu'on appelle des tâches. Ce sont des milieux homogènes au sein de cette matrice qui sont différents de la matrice. Ça peut être par exemple un espace vert. Et on va s'intéresser à ce qui est au centre d'un habitat, donc l'intérieur, mais aussi à sa lisière, puisqu'on n'a pas les mêmes espèces entre le cœur de l'habitat et sa lisière. Et une autre facette aussi de cette discipline, c'est les questions des mosaïques, que je trouve assez intéressantes et parlantes. C'est que, en fait, souvent, l'hétérogénéité du paysage est synonyme aussi de plus de biodiversité. Et j'ai trouvé un exemple qui est une étude de l'INRA qui a montré que quand on divise par deux la taille de parcelles cultivées, ça revient à augmenter par 20 la proportion de milieux semi-naturels sur cet espace en termes de biodiversité. Donc ça montre bien qu'en amplifiant l'hétérogénéité, donc la diversité d'habitats sur un espace donné, on peut créer davantage
de biodiversité. Et donc ça, on peut le mettre en application concrètement, on le verra aussi avec Malvina tout à l'heure. Et dernière chose, la question du réseau. Donc ça rejoint les trames vertes et bleues. Mais comment mettre en réseau ces différents habitats et surtout restaurer des continuités qui peuvent parfois être mises à mal par des infrastructures et qui créent ensuite des isolats de biodiversité qui ne sont plus fonctionnels. Donc, parce qu'en fait, quand on découpe l'habitat d'une espèce, par exemple, cette espèce va décroître vraiment de manière exponentielle au fur et à mesure qu'on divise la taille de son habitat. Donc, ce n'est pas proportionnel. Donc, comment agir en tant que ville, collectivité locale? Donc là, je prétends pas avoir une vision exhaustive ou vous exposer une vision exhaustive du sujet. Je vous parle de mon expérience au sein de Glace Biodiversité et j'ai essayé aussi d'avoir un regard sur ce qui peut se faire sur des communes ou sur des projets dans lesquels je ne suis pas intervenue mais qui me paraissent intéressants. Mais voilà, il y aura sûrement d'autres, d'autres sujets ou d'autres ressources qui pourront être alimentées, qui pourront alimenter ce sujet. Donc la première chose, c'est de connaître la biodiversité, le vivant sur son territoire, évidemment, pour mieux cibler les enjeux de préservation, de conservation et d'amplification, de restauration de continuité. Et donc, on a des outils qui existent que vous connaissez, les diagnostics paysagers, donc aussi ce qu'on appelle parfois plans de paysage, les atlas de la biodiversité communale, donc beaucoup de communes en Bretagne se sont engagées dans cette démarche. Sur l'espace privé, ça peut être des recensements participatifs. Et puis maintenant aussi pour les entreprises, avec la CSRD, il y a davantage aussi de pression pour qu'elles réalisent aussi des inventaires écologiques sur leurs espaces. Ce que je trouve intéressant, en fait, c'est de ne pas dissocier l'approche paysagère de l'approche écologique. Et donc de croiser ces deux approches pour établir une stratégie de territoire. Donc, je vais vous montrer un exemple ensuite. Donc on peut appeler ça une stratégie paysage et biodiversité, un schéma directeur des paysages et de la biodiversité, un plan de végétalisation. Euh, Ça peut aussi se traduire par la démarche territoire engagé pour la nature, qui est une démarche portée par l'OFB et animée régionalement par l'ARB. Et ensuite, on verra deux autres leviers qui sont comment on influe sur les nouveaux aménagements, qu'ils soient privés et publics, et comment on agit sur l'existant privé et public. Donc, première chose, croiser les approches. Donc, je vous montre une illustration d'une étude que j'ai faite il y a 2 ans pour une ville littorale qui fait à peu près la taille de la ville de Vannes, mais qui est située dans le Pays Basque. Euh, donc la première chose, c'est de connaître les milieux. Donc là, c'est l'approche écologique. Donc sur ce territoire, on voit qu'il y a beaucoup d'espaces urbains végétalisés en vert clair ici, et aussi des forêts notamment. Donc ça donne vraiment une sensation de nature quand on regarde cette carte. Euh, et puis quand on regarde un peu plus précisément les continuités écologiques de cette ville, on se rend compte qu'en fait, elles sont beaucoup moins étendues ou denses que ce que l'on pourrait imaginer en voyant la carte des milieux. En fait, il y a des infrastructures et des obstacles, en fait, à la continuité de cette trame verte et la trame bleue. Et là, on parle même pas du sol, la trame brune. Euh, c'est aussi intéressant de mettre en regard le degré d'imperméabilisation à la parcelle du coup de cette ville. On voit qu'il y a aussi des ossatures imperméables, surtout autour justement de la trame bleue.
Et donc, ça pose des questions en termes de résilience. Ce sont des zones commerciales ou zones d'activité qui se sont, euh, c'est vrai, parfois préférentiellement mises en place sur des zones où il y avait des cours d'eau qui ont été busés ou canalisés. Et donc, voilà, en termes aussi de résilience, ça pose question. Et donc, finalement, un degré d'imperméabilisation quand même relativement faible de la ville. Et malgré tout, justement, en croisant avec une approche paysagère, on se rend compte que malgré cette présence de milieux, espaces verts, jardins, on a une répartition inégale des espaces de nature à l'échelle de la ville. Donc, on étudie l'accessibilité des espaces verts par rapport à au tissu urbain. Donc, est-ce qu'ils sont proches ou pas de la population? Et donc, on voit en fait se dessiner en négatif une carte des carences en termes d'accessibilité à des espaces de nature ou d'espaces verts. Pas forcément sur... En fait, ça peut être des quartiers où on est entouré de paysages agricoles ou de paysages forestiers, mais ces espaces-là ne sont pas appréhendables, on ne peut pas les parcourir. On est coincé sur une route, un bord de route, et on peut les regarder et les parcourir uniquement comme ça depuis un point de vue limité. Aussi, voilà, en termes de lutte contre les îlots de chaleur, etc., ça interroge aussi. Et puis, on a des espaces verts et naturels qui ont une aire d'influence paysagère limitée. Donc, comment mieux les valoriser? Parfois, il y a des obstacles visuels qui peuvent être des infrastructures, des bâtiments. Mais voilà, tout ça peut se travailler. Et on peut aussi donner à voir, par exemple, un paysage littoral un peu plus en arrière, en recul du trait de côte, en étendant aussi l'atmosphère et le milieu dunaire ou littoral par un aménagement paysager adapté. Ici, sur cette ville, en fait, on a un aménagement qui ressemble enfin, qui est du gazon. On ne se doute même pas que la plage est juste derrière. Si on regarde les habitats et le type d'espace vert. Donc l'approche paysagère permet aussi d'avoir ce regard de la perception de l'habitant. Et donc voilà, elle a permis aussi d'identifier d'autres axes de travail. Et donc en croisant ces deux approches, on a abouti à un plan d'action pluriannuel chiffré, soutenu par des fiches actions. Donc là, je vous ai mis un extrait de la carte de synthèse des actions qui ont été imaginées pour cette ville. Donc il y a des actions à l'échelle de la ville entière, évidemment, notamment sur l'amélioration des connaissances autour des cours d'eau et des zones humides de la ville, sur la question du patrimoine arboré aussi. Et puis, de manière plus spécifique, améliorer l'encadrement des aménagements sur les nouvelles opérations, parce qu'ils se sont rendus compte que malgré le fait qu'ils avaient mis en place des prescriptions sur le volet paysager, il y avait voilà, des nouvelles constructions qui sortaient qui n'étaient pas alignées avec leur niveau d'exigence ou leurs ambitions. Donc, comment mieux encadrer ça. Et ouais, je ne vais pas parler de tous les aspects, mais aussi favoriser l'accès aux espaces naturels et agricoles et renforcer voilà, leur intérêt paysager ou les possibilités de les parcourir. Ça, c'est quelque chose qui est encore peu fait et qui est un vrai levier aussi pour permettre d'avoir des espaces vivants appréhendables pour chaque habitant. Donc voilà, cette carte synthétise différents enjeux, mais elle permet de répondre à des enjeux environnementaux variés. Elle fait d'augmenter la biodiversité, de prendre en compte la gestion de l'eau, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, d'appréhender aussi la question du cadre de vie, et puis d'embarquer les parties prenantes publiques et privées via la sensibilisation et la formation.
Donc, pour détailler, qu'est-ce en termes d'action sur les nouveaux aménagements. Aujourd'hui, bon, notamment via des outils d'urbanisme, l'objectif est quand même de limiter l'artificialisation en lien avec l'étude des connexions écologiques à protéger. Donc dans les PLUI, on a de plus en plus voilà, l'intégration de la trame verte et bleue qui va permettre d'avoir dans le règlement et puis dans le règlement aussi, dans les documents graphiques, des parcelles qui vont être protégées et réservées aux fonctionnalités, aux continuités écologiques. On peut aussi protéger des terrains qui sont cultivés et les rendre inconstructibles. Travailler aussi avec les coefficients de biotope. Donc ça, c'est un sujet vraiment assez vaste sur lequel on peut revenir plus tard. Il y a aussi quelque chose d'intéressant qui sont les OAP thématiques. Donc on peut utiliser donc les OAP sur le volet végétal et biodiversité. Comme ça, elle s'applique à tous les secteurs de la ville. Donc la ville de Rochefort notamment l'a fait, mais j'ai vu via le réseau Bruded qu'en Bretagne aussi, il y avait quelques villes qui avaient mobilisé cet outil. Et on peut établir dans le règlement écrit notamment des prescriptions écologiques et paysagères. Donc, travailler aussi sur les emprises et les gabarits. Donc, une réflexion sur l'emprise du bâti pour maintenir une connexion avec l'environnement. La conservation aussi d'éléments existants pendant le chantier. Donc, ça peut être des arbres, on parle évidemment des arbres, mais ça peut être aussi d'autres espaces, même d'arbustes ou un espace de pleine terre important. En termes architectural, c'est limiter par exemple les revêtements réfléchissants ou transparents en façade, puisque la deuxième cause de mortalité pour les oiseaux, c'est après les chats, c'est les collisions sur les façades. Et ce ne sont pas que sur les gratte-ciel, au contraire, c'est souvent sur les bâtiments de moyenne hauteur, ou même sur des pavillons. Je travaille aussi sur les natures et types de clôtures, penser à la petite faune, à sa circulation. Et puis là, ça rejoint d'autres enjeux aussi autour de la gestion des eaux pluviales, c'est la perméabilité des revêtements. En termes paysagers, Malvina rentrera un peu plus en détail sur le sujet, mais on peut annexer dans le PLU une liste de végétaux préconisés et aussi de végétaux prohibés, notamment bah, les espèces exotiques envahissantes qui sont aujourd'hui très, très impactantes sur la biodiversité. Donc, on peut encore, enfin ouais, je vais montrer un exemple après, mais ce sont des espèces parfois qui peuvent paraître sympathiques pour le particulier et qui sont une menace puisqu'elles ne permettent pas, elles concurrencent des espèces végétales endémiques et puis elles sont parfois moins intéressantes aussi pour la faune locale. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être d'avoir une approche globale. Et pour ça, certaines villes s'appuient sur l'obtention d'un label ou d'une certification en biodiversité. Donc demander l'obtention d'un label ou d'une certification sur les nouveaux projets. Donc par exemple, il y a la métropole du Grand Nancy qui exige le label, la certification EFI Nature Construction. Et penser aussi au chantier. Donc il n'y a pas que des mesures architecturales ou paysagères à avoir en tête, mais aussi sur cette phase sensible qui peut être un peu compliquée. Donc notamment sur la prise en compte des périodes de nidification et toujours aussi sur des mesures de prévention d'apparition des plantes exotiques envahissantes qui profitent parfois du moment du chantier pour s'implanter. Donc en termes d'autres initiatives, moi je vous ai montré un exemple sur lequel j'ai travaillé, mais voilà, je sais que la ville de Saint-Malo a fait un plan de végétalisation qui a aussi une approche un petit peu similaire. Et quelque chose qui est en ligne et qui est très développé et avec plein de ressources intéressantes, c'est le pacte Lille bas carbone,
qui intègre un volet biodiversité très développé et qui exige voilà, le respect de ce pacte pour toutes ces nouvelles opérations. Donc là, c'est l'exemple du mimosa d'hiver qui est sur la liste des plantes indésirables dans le PLU de la ville de Vannes. Donc c'est une espèce potentiellement envahissante. Et pour faire le lien avec sur l'existant, donc là on voyait comment agir sur les nouveaux aménagements, mais comment agir sur l'existant. Une initiative que je trouve intéressante, c'est celle de la ville de Rouen sur la route du Hérisson. Donc c'est une initiative de démarche participative publique-privée. Donc il y a une cartographie interactive des acteurs qui s'engagent dans la démarche. Et donc ensuite, l'idée, c'est de créer des perméabilités entre les espaces verts, les jardins qui sont intégrés dans la démarche, qui s'intègrent dans la démarche, pour permettre d'avoir une continuité et voilà, cette espèce de pouvoir circuler et trouver des ressources alimentaires ou des refuges suivant ses besoins. Donc la connexion entre les jardins, c'est un des aspects, il y en a d'autres, mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette approche multi-acteurs et voilà, qui permet d'agir sur l'existant. Donc pour agir sur l'existant, on peut réaménager, repenser l'existant. Donc là, je vais donner un petit exemple rapidement. Donc là, c'est une étude aussi sur laquelle j'ai travaillé. Donc pour une métropole assez lointaine aujourd'hui, la métropole de Grenoble. Et donc l'idée, c'était de voir sur des espaces ordinaires, en fait, comment est-ce qu'on pouvait mieux intégrer le vivant et puis aussi les mobilités douces, les usages pour repenser justement l'existant. Et donc, pareil, on a eu une approche double, une approche écologique, une approche aussi paysagère. Et donc, on a identifié les enjeux à prendre en compte, on les a localisés. Donc, par exemple, des zones où on peut renforcer la qualité écologique des espaces qui accompagnent la voirie. Donc, peut-être passer sur des espèces plus indigènes. Travailler aussi sur des transitions paysagères, donc de créer une cohérence en fait entre des espaces verts, puis des espaces de bord de voirie, etc. On avait une problématique sur les espèces exotiques envahissantes très présentes sur la berge. Et donc voir comment concurrencer ces espèces par l'implantation d'espèces voilà, plus couvrantes et plus propices à limiter l'expansion des espèces exotiques envahissantes. Donc voilà, ce travail-là, il a été répliqué à différentes zones, sur différentes zones de la métropole. Ils ont mobilisé aussi des fonds européens pour cette étude, puisque ça permettait aussi de réfléchir à la question de la désimperméabilisation notamment. Et puis ça abordait aussi la question des changements de gestion, tout simplement, parce que pour renforcer la biodiversité, on peut aussi plus simplement donc réaménager et repenser l'existant, mais promouvoir une gestion écologique et différenciée. Donc ça veut dire plus d'espace en fauche tardive, puisque tout ce qui est tonte régulière, ce sont des atteintes aux insectes, au développement d'une diversité plus importante. Ce sont aussi moins de ressources alimentaires pour eux. Du paillage, des tailles raisonnées, des arbustes et aussi au niveau de l'élagage. Et on peut réaliser un suivi de ces changements de pratiques de gestion. C'est même plutôt intéressant parce qu'on peut se rendre compte, justement, on peut mesurer l'amélioration du nombre d'espèces par ces pratiques. Et puis ça permet aussi d'embarquer les parties prenantes, de mieux les sensibiliser. Et, euh, et ça passe aussi parfois par la formation des jardiniers ou des gens qui réalisent l'entretien pour voilà, pour qu'ils prennent bien en compte les prescriptions et puis aussi pour avoir des retours sur des choses qui sont intéressantes à faire évoluer dans le plan de gestion.
Donc ces plans de gestion différenciés et écologiques, ça peut prendre cette forme-là. Bon, là, c'est un extrait. Donc c'est en fait d'avoir des zones plus ou moins entretenues, puisque plus on a des zones moins entretenues, plus on laisse de l'espace à la biodiversité. Et ce gradient-là, on va l'obtenir en définissant voilà, différentes interventions, donc plus ou moins de tonte par exemple, ou aller jusqu'à la fauche tardive, euh, donc suivant un code couleur. Et puis ça, c'est un extrait, il y a aussi tout un descriptif des opérations à faire et du matériel à utiliser. Et pourquoi c'est intéressant en fait d'agir sur ces espaces existants et notamment voilà en termes de changement de pratique de gestion, c'est parce qu'ils représentent une grande partie du territoire urbain, en général un tiers en moyenne, et même dans les zones plus rurales. Enfin, moi je vais étudier juste sur une agglomération, mais c'est aussi des espaces qui sont assez importants en termes de surface. Parce que ce ne sont pas que des espaces verts, c'est aussi des espaces qui accompagnent le bâtiment, des infrastructures, des espaces un peu interstitiels et voilà, qui sont un petit peu oubliés et qui sont parfois vraiment très gérés, trop entretenus. Et comme le montre Gilles Clément qui est voilà, un paysagiste qui promeut le vivant, sur cette illustration, quand on gère trop, on réduit la biodiversité. Et quand on délaisse, la biodiversité se développe davantage. Et donc, c'est un peu l'idée du plan de gestion, mais on le fait en intégrant évidemment des usages et les besoins aussi en termes de sécurité qui font qu'on ne peut pas toujours laisser tout se développer partout, de manière raisonnée, on va dire. Alors, changement d'échelle, si on se situe maintenant plus avec un regard d'acteur de l'aménagement, de l'immobilier ou de la construction, donc à l'échelle d'un projet, on peut agir sur les nouveaux aménagements en intégrant des compétences en écologie. Malvina va développer aussi comment on travaille sur le paysage. Sur la question architecturale, donc j'ai déjà donné des exemples tout à l'heure. Et pour la maîtrise d'ouvrage, ce qui est important, c'est de mettre en place des leviers pour pérenniser l'ambition, puisqu'on voit souvent qu'il y a une dégradation de l'ambition initiale si les différents interlocuteurs au cours des phases du projet ne sont pas embarqués euh, de manière vraiment préventive, on va dire, ou de la manière la plus amont possible. Il y a un outil d'auto-évaluation qui a été développé par le CEREMA. Donc, tout ça, ce sont des liens sur lesquels vous pourrez accéder aux ressources qui vous permettent de voir si votre projet intègre suffisamment la biodiversité. Donc, je trouve assez intéressant. Donc, quand je parlais d'agir tout au long du projet, donc c'est intégrer les futurs utilisateurs et preneurs. Donc, sur du résidentiel, donc c'est travailler sur des chartes sur le règlement de copropriété pour que la question de la gestion écologique soit bien appréhendée. Et puis, s'il y a des aménagements pour la biodiversité sur le projet, qu'ils soient aussi bien appréhendés. En phase chantier, donc là, j'ai mis l'exemple d'un poster qui est affiché sur un des chantiers sur lequel je travaille. Il y a plusieurs mesures aussi à prendre en compte. Ça, c'est juste un échantillon. Mais il y a la question de l'éclairage, la question de la protection des oiseaux. Il y a les cavités creuses qui sont des pièges pour la faune, notamment. Lutter contre les plantes invasives, respecter le sol et respecter aussi des espaces qu'on souhaite protéger de manière adaptée. Malvina va revenir dessus. Et à l'échelle d'un quartier, on peut aussi intervenir sur les fiches de l'eau pour mettre des prescriptions justement enfin, qui se traduisent en général de manière paysagère, mais pas que. On l'a vu, ça peut être aussi des prescriptions architecturales et qui permettent voilà, de décliner l'ambition et à l'échelle d'un quartier et qu'ensuite on le perçoive et que ce soit réellement matérialisé à l'échelle de chaque lot. Il y a aussi le fait d'annexer dans les VFA
justement le projet biodiversité et anticiper justement la partie gestion, qu'elle soit bien intégrée, notamment par exemple par une charte preneur. Et ça permet aussi parfois d'avoir un suivi dans le temps via des indicateurs qui vont être monitorés et voilà, remonter aussi à l'écologue s'il est missionné pour faire un suivi dans le temps du projet. Donc il existe différents labels qui permettent à l'échelle d'un projet immobilier ou d'un quartier d'intégrer la biodiversité, et notamment le référentiel BDB. Et en termes de labels centrés uniquement sur la biodiversité pour les nouvelles constructions, il y a la certification EFI Nature et le label Biodiversity qui existent. S'il y a des questions là-dessus, on pourra y revenir. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'exigences sur ces deux labels, ce qui montre bien qu'on n'a vu qu'une toute petite partie de ce qu'il est possible d'aborder aujourd'hui. En exploitation aussi, il y a des labels qui existent. Et ce qui peut être intéressant, c'est de les préconiser dès la phase projet ou même en avant, même en amont, pour que justement, malgré le changement d'interlocuteur ou de preneur, on maintienne une ambition écologique en phase d'exploitation. Voilà, je laisse la parole à Malvina qui va présenter différents cas concrets sur l'intégration de la biodiversité dans le projet paysager. Bonjour à tous. Alors bon, moi je vais balayer assez rapidement parce qu'on n'a pas tellement de temps, mais vous présenter quelques leviers très concrets en fait qui vont permettre d'amplifier et d'intégrer la biodiversité dans le projet de paysage. Donc cette démarche, elle s'organise un peu en 4 phases. Tout d'abord, minimiser les impacts négatifs du projet sur le site, accueillir et amplifier la biodiversité dans le projet. Ensuite, anticiper la gestion et l'entretien, et enfin accompagner les usagers au début de la vie du projet. Donc, minimiser les impacts négatifs du projet. Donc, tout d'abord, la première chose, c'est de préserver le patrimoine naturel du site. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sait qu'un jeune arbre récemment planté, il ne va pas du tout rendre les mêmes services écosystémiques qu'un chêne centenaire ou même qu'un jeune frêne de 60 ans. Bref, donc en fait, cette biodiversité présente sur site, elle est très précieuse. Et c'est pour ça qu'on va essayer de mettre tout en œuvre pour la préserver. Donc, limiter les impacts du projet sur la vie du sol. Donc, le sol, c'est vrai qu'en fait, on a l'impression que c'est un espèce de support inerte, comme une espèce de masse uniforme, mais pas du tout. Le sol, c'est quelque chose qui a une structure assez complexe et assez fragile. Et c'est vrai que dès qu'on va venir la perturber, on va modifier l'écosystème, en fait. On va modifier les cortèges floristiques dès qu'on va compacter les sols. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'essayer de minimiser les impacts du chantier sur le sol, donc en minimisant les passages d'engins, les déblais, les remblais, afin de préserver donc cette structure, de préserver toute la microfaune qui est très riche, qui vit dans ce sol, et puis de préserver les systèmes racinaires. Donc, on va limiter au maximum les ouvrages enterrés, ce qui va nous permettre de préserver la trame brune. Et ce qui va nous permettre aussi de favoriser la gestion des eaux à ciel ouvert parce que on se rend compte que la gestion des eaux à ciel ouvert, finalement, ça nous permet de créer, c'est pas tellement une contrainte pour le projet de paysage, au contraire, c'est plutôt une richesse parce que ça nous permet d'intégrer un nouvel écosystème, en fait. Et on va avoir des développements floristiques très différents sur une zone inondable que sur une zone de prairie, par exemple. Et aussi en termes de budget, en fait, finalement, c'est aussi très avantageux puisque cette gestion à ciel ouvert, ça représente une fraction du coût de ce que serait un ouvrage enterré. Donc là, la petite illustration, elle montre un peu simplement comment prendre soin du patrimoine végétal pendant le chantier. Donc évidemment, ne rien stocker sur les systèmes racinaires, surtout ne pas stocker de produits chimiques ou de masses lourdes qui pourraient compacter les sols, ne pas venir rouler sur les systèmes racinaires.
Et puis enfin, quand on parle de protéger les arbres en phase chantier, c'est quelque chose, il faut le prendre assez au sérieux. Il ne s'agit pas simplement de protéger un tronc des éraflures, il faut vraiment protéger tout le système, tout le houppier et en fait finalement cette masse racinaire qui est à peu près l'équivalent du houppier dans le sol. Donc ça, c'était pour minimiser les impacts in situ, mais il faut aussi avoir en tête tous les impacts hors site en fait que le projet va avoir. Et donc on va essayer de limiter les nuisances hors site parce que ces nuisances, elles peuvent être fortes et elles peuvent impacter des biodiversités, des systèmes qui sont parfois très éloignés du lieu du chantier. Donc, on va limiter les exportations et les importations au maximum, c'est-à-dire limiter tout ce qui est déblai et remblai, essayer de travailler vraiment avec les substrats issus du site, la terre végétale du site au maximum. Donc, s'il faut faire des décapages, essayer de préserver cette terre végétale pour ensuite la remettre sur site. Limiter les externalités négatives et l'utilisation de ressources exogènes ou lointaines. Alors, bon, les substrats, c'est vrai que c'est un petit peu le cas d'école parce que ça représente une masse importante, en fait, de ce qu'on va utiliser pendant le chantier. Donc, on sait qu'il y a par exemple, il y a beaucoup de substrats qui utilisent de la tourbe, beaucoup de substrats horticoles. La tourbe, on sait que c'est une ressource qui n'est pas vraiment renouvelable parce que les tourbières, c'est des écosystèmes qui mettent des milliers d'années à se former. Ce sont des systèmes complexes qui ont un très grand rôle dans le cycle de l'eau, notamment dans le ralentissement du cycle de l'eau. Et pour faire ces substrats horticoles, on va venir extraire de la tourbe, parfois de façon très lointaine. Là, on a une tourbière, la photo, c'est une tourbière en Sibérie. Et donc, c'est important d'avoir ce genre de choses à l'esprit. Et quand on va faire les prescriptions, d'être attentif à ça et voilà, maintenant, exiger que les substrats, par exemple, ne contiennent plus de tourbe. Bon, je prends l'exemple de la tourbe, mais il y a plein de composants comme ça qui sont des ressources qui ne sont pas renouvelables et il faut avoir ça en tête au moment de décrire le projet. De la même façon, on voit la pratique des rouleaux de gazon. Bon, ça, pourquoi c'est pas une bonne pratique pour la biodiversité? Tout simplement parce qu'en fait, ces rouleaux de gazon, on va venir décaper, on vient décaper un sol et on va l'exporter pour le déplacer parfois très loin. Et in fine, derrière, qu'est-ce qu'on laisse? On laisse un sol qui est mort. Donc voilà, ce sont des pratiques à éviter. De la même façon, essayer de limiter au maximum le transport des végétaux. Un arbre, c'est quelque chose de volumineux, de lourd. Donc, en termes de transport, quand on va transporter des grands arbres sur de longues distances, ça a un vrai impact. Donc, essayer au maximum de sourcer les végétaux au plus proche du chantier. Et bon, bien entendu, limiter les apports en eau. Accueillir et favoriser la biodiversité. Donc maintenant, dans le projet lui-même, qu'est-ce qu'on peut faire pour amplifier cette biodiversité? Donc, comme l'a détaillé Erika, donc les habitats mosaïques, c'est quelque chose de très riche. Donc, on va essayer sur le projet de multiplier les faciès, c'est-à-dire de ne pas avoir une monotonie d'habitat, c'est-à-dire on va essayer de ne pas avoir juste une pelouse avec quelques arbres ou arbustes, mais de créer des variétés. Donc, de créer des talus. Donc, pourquoi les talus? Parce que ça permet d'avoir différentes orientations. On n'a pas les mêmes températures, pas les mêmes ensoleillements. Des noues, des zones inondables qui vont permettre à toute une flore très particulière de s'installer, des prairies, des massifs de vivaces, bref, en fait, une variété d'habitats. Dans ces habitats, on va s'attacher à multiplier les strates végétales. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi un peu familier maintenant, c'est-à-dire la strate mucinale, herbacée, arbustive, arborée et la strate grimpante. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir toutes ces strates? Parce que finalement, chacune de ces strates, elle va accueillir une biodiversité spécifique, une faune spécifique. Et elle va permettre, par exemple, dans le cas des grimpantes, c'est vrai que celle-là, on a tendance à l'oublier un petit peu. Pourquoi c'est intéressant? Parce que notamment quand on travaille avec l'architecture, les plantes grimpantes sur une façade, ça va permettre la circulation des espèces dans la verticalité. Ça va permettre, par exemple, à une espèce
d'atteindre une toiture terrasse végétalisée qu'elle n'aurait pas atteint si elle n'avait pas eu ce corridor, en fait. C'est aussi les plantes, ces plantes grimpantes, ces murs végétalisés qui sont parfois des solutions très simples, hein. C'est juste une plante grimpante sur un mur. Parfois, c'est pas, en fait, juste un lierre, ça peut parfois être d'une très, très grande richesse. C'est un lieu de nidification, un lieu de nourrissage. Donc, avoir en tête cette multiplicité des strates. Et enfin, créer des tâches fonctionnelles, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une taille critique. Quand on a dit ça, on peut s'imaginer que finalement, on va essayer de mettre toutes les espèces disponibles en se disant que plus il y en a, plus on va avoir quelque chose d'intéressant. Mais non, c'est pas vraiment le cas. En fait, plutôt qu'un exemple concret, admettons qu'on puisse planter 15 arbres sur un projet, c'est pas très intéressant de se dire on va planter 15 espèces différentes pour créer de la diversité. Non, en fait, il vaut mieux créer trois types de bosquets monospécifiques parce que du coup, on va créer une poche dans laquelle la faune qui va venir profiter des services écosystémiques de ces bosquets, elle a besoin d'une taille critique pour se nourrir. C'est-à-dire que si c'est juste une pollinisation ponctuelle sur un arbre et que le lendemain, l'abeille revient et qu'il n'y a plus de floraison, voilà, pour elle, c'est pas utile. Alors qu'en fait, si elle a une masse et qu'elle sait que pendant voilà, une dizaine de jours, la floraison va se continuer, là c'est utile. Donc, il vaut mieux voilà, créer des masses que de faire un saupoudrage et de partir dans un projet plus tutti-frutti où on dit qu'on va tout mettre. Donc là, ces petits plans, ils illustrent ça. Donc on voit qu'à l'échelle même du projet de paysage, on peut créer cette mosaïque d'habitat. Le plan à droite, donc c'est un projet à Tinténiac. Et là, c'est uniquement le plan des strates herbacées et vivaces. Et en fait, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que même dans une seule strate, on peut déjà avoir une mosaïque d'habitat avec des habitats très différents. Favoriser les circulations, donc intégrer la trame verte et la trame bleue au projet. Voilà, donc ça, Erika a bien détaillé l'importance de ces corridors. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc tout simplement une haie. C'est le plus effectif des corridors, c'est la haie. Les murs végétalisés, des alignements d'arbres dans une ville, une avenue plantée, ça peut aussi être un corridor, par exemple les chauves-souris qui se déplacent sur des parcours linéaires comme cela. Les clôtures poreuses, alors bon, ça c'est effectivement, c'est essentiel que ces clôtures soient poreuses afin de permettre la circulation de la petite faune, pas uniquement des hérissons, ça peut être des renards, toutes sortes de petites bêtes qui habitent le territoire urbain ou le territoire rural. Et enfin, privilégier des labels qui sont quand même, enfin, ce sont des garanties, par exemple le label végétal local. Pourquoi ce label il est intéressant? Parce que c'est un label qui participe à la création d'un réservoir génétique, en fait. On va travailler avec des espèces récoltées localement sur des territoires spécifiques. Et en fait, le paysage, souvent, il fait appel à une production horticole. Et la production horticole, elle a un défaut, c'est qu'elle va beaucoup travailler avec des clones. Et donc, parfois, sur certaines espèces, on a un vrai appauvrissement en fait, de la richesse génétique. Et ça, c'est problématique parce que ça met en danger la pérennité de ces espèces. Et bon, le label plante bleue, ça, c'est intéressant parce que en fait, c'est des pratiques environnementales vertueuses. Donc, en travaillant avec ces labels, en fait, on s'assure d'avoir des plantes adaptées à notre milieu, non seulement parce qu'elles viennent d'un réservoir génétique local, mais aussi parce qu'elles ont grandi dans des conditions qui vont être similaires aux conditions du projet, que ce soit des conditions climatiques ou pédologiques. Donc ça, c'est intéressant pour tous ces aspects. Donc là, je vous ai mis un petit extrait d'une palette végétale pour vous expliquer un peu l'intérêt de cet outil. Donc, une palette végétale, c'est intéressant parce que on va pouvoir du coup construire un petit peu le squelette du projet avec. Donc, qu'est-ce qu'on regarde dans une palette? On va regarder évidemment le statut d'indigénat. Donc, en général, c'est vrai que pour avoir quelque chose de fonctionnel, on essaie de s'attacher à atteindre au moins 70% d'indigénat maintenant dans les projets.
Après, évidemment, les espèces horticoles, il y en a plein qui restent intéressantes, hein, parce que c'est pas parce qu'une espèce n'est pas indigène qu'elle ne rend pas des services écosystémiques, pas du tout. Il y a des espèces qui peuvent être nourricières, mellifères, etc. Et puis aussi parce que elles sont tout simplement plaisantes, elles ont des belles floraisons, etc. Donc il faut pas non plus, c'est pas non plus nécessaire de travailler avec 100% d'indigénat. On regardait évidemment si c'est nourricier pour la faune, si c'est producteur de nectar et de pollen. Et puis, on peut aussi regarder ce qui est intéressant pour l'homme. Est-ce qu'elles sont parfumées? À quel moment elles vont fleurir, etc. Malvina, je vous informe qu'il nous reste 5 minutes. Ah, pardon, je suis désolée. Bon, je vais aller très, très vite. De toute façon, bon, c'est un peu des refuges de biodiversité. Donc, installer des nichoirs, des pierriers, etc. Ça, c'est des choses qui sont devenues maintenant assez familières. Pas simplement pour les oiseaux, mais aussi pour des petits reptiles. Voilà, des petits reptiles comme le lézard ou l'orvée. Et puis travailler en amont avec un écologue, c'est aussi très intéressant parce qu'en fait, ça va nous permettre finalement d'identifier des espèces cibles et de créer des habitats très spécifiques pour ces espèces. Donc voilà, ce ne sera pas la même chose si on a identifié le moineau domestique ou le chardonneret élégant, par exemple. On va pas créer les mêmes milieux. La gestion et l'entretien, bon, je vais passer rapidement parce qu'Erika en a un petit peu parlé. Donc, pourquoi réduire les tontes et pourquoi réduire les tailles et essayer de travailler avec des pores libres et des tailles douces? Tout simplement parce que la plante, elle a besoin d'accomplir son cycle. Si elle n'accomplit pas son cycle, la biodiversité, elle n'est pas fonctionnelle en fait. Et du coup, accomplir son cycle pour une plante, ça veut dire pouvoir fleurir et fructifier. Et si on la taille, elle va pas pouvoir réaliser ça. Et de même, c'est la même chose, l'impact sur la faune, c'est la même chose, parce que il va falloir laisser, par exemple, les oiseaux et les insectes nidifier. Donc, quand on tond une pelouse, on détruit en fait les pontes et on ne permet pas au cycle de s'accomplir. Et la biodiversité, c'est quelque chose de dynamique en fait, c'est pas un état figé. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant et très important de laisser les cycles s'accomplir. Voilà, donc l'importance de la gestion. Bon, là, il y a un autre exemple de plan de gestion. Et là, on voit en fait, finalement, je vous ai mis un petit exemple d'un projet qui est labellisé Biodiversity et Éco-Jardin. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, par exemple, sur un sol paillé, en 5 ans, on a déjà une vraie explosion de la végétation. Et ça, c'est grâce aussi à ce genre de pratique, le paillage du sol, des techniques douces de taille et d'entretien. Donc, c'est très intéressant de s'appuyer sur des labels de gestion. Accompagner les usagers au début de la vie du projet, c'est important parce que souvent, en fait, on met en place des nouvelles pratiques qui ne sont pas toujours bien perçues, par exemple l'absence de tonte, la fauche différenciée, par exemple les pores libres, quand on arrête de tailler des arbustes qui étaient taillés jusque-là, des fois on a un problème de perception. Donc c'est important d'intégrer les usagers, de faire des petits relevés de biodiversité pour leur expliquer, leur montrer en fait comment finalement on potentialise la biodiversité sur site. Et ça, on se rend compte que c'est immédiat en fait. Dès qu'on adapte la gestion, on a un retour des insectes et ensuite des oiseaux sur site. Et enfin, le mot de la fin, amplifier la biodiversité, c'est pas incompatible avec une intensification des usages. Pas du tout, bien au contraire. Là, on voit un site. En 2017, on avait une pelouse rase, des pieds d'arbres bêchés, donc aucune diversité. C'était extrêmement pauvre. On a replanté, on a réinstallé de la biodiversité. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'un lieu qui était complètement délaissé est devenu très attractif. En fait, maintenant, les usagers, ils vont tous déjeuner là, faire leur pause. C'est devenu un lieu hyper attirant. Et c'est pas étonnant hein, finalement qu'on soit attiré par ces lieux où la biodiversité s'épanouit parce qu'on fait partie de cette biodiversité. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Malvina. Alors, on a 2 questions. On va prendre le temps d'y répondre rapidement, même si on a un tout petit peu dépassé l'horaire. Une question, vous avez évoqué tout à l'heure un label. Où est-ce qu'on peut trouver les végétaux qui répondent au cahier des charges de ce label? Ça doit être le label végétal local. Oui, c'est Donc, ça. il y a un site internet qui recense en fait tous les producteurs qui sont affiliés à Végétal Local par région.
Et donc en Bretagne, on peut télécharger la liste des producteurs qui travaillent avec ce label. Ils ne travaillent pas uniquement en général sur des plantes végétales locales, mais c'est une partie de leur production. Donc voilà, végétallocal.fr, je crois. On pourra partager le lien dans les éléments de restitution. Mm. Deux questions en une concernant les nombreuses essences locales qui sont pour certaines malades ou inadaptées au réchauffement ou alors allergènes. Que faire parmi enfin, j'élargis la question, Oui, quelle alors opportunité au-delà de celle-ci, hein? bah, c'est vrai que les espèces allergènes, effectivement, il faut prendre ça en compte. On sait qu'il y a des espèces qui sont très allergènes. Bon, par exemple, les noisetiers, les bouleaux, voilà. Ça, on va effectivement peut-être éviter dans un milieu très urbanisé de créer des gros bosquets. Mais voilà, ça c'est sûr que c'est à prendre en compte, hein. C'est pas de la même façon que toutes les espèces horticoles sont pas à dédaigner, toutes les espèces indigènes sont pas forcément adaptées au projet. Ça, bien entendu. Et après, excusez-moi, c'était quoi les autres aspects de la question? Donc, il y avait le côté espèces malades, espèces allergènes Oui, ou inadaptées à l'évolution du tout climat. à fait. Oui, oui. Bah, c'est vrai que par rapport au changement climatique, ben, ça, c'est un peu plus difficile à appréhender parce qu'on ne sait pas tellement où on va. Mais c'est vrai que, par exemple, des espèces comme le hêtre, qui sont des espèces forestières, on sait qu'elles vont avoir plus de difficultés peut-être à s'adapter que à des nouvelles espèces qui remontent un petit peu du sud. Par exemple, le micopoulier de Provence, on sait que, par exemple, ça, c'est un arbre qui se plaît de plus en plus et qui... Donc c'est vrai qu'il y a une balance à faire finalement entre des espèces qui étaient indigènes et d'autres espèces qui sont qui viennent un petit peu plus loin. Et bon, mais ça, malheureusement, c'est un peu du tâtonnement, quoi. Donc on essaie de prendre ça en compte. Et puis des espèces malades, c'est vrai que par exemple le platane, on sait que maintenant il est très sensible au chancre, notamment quand on le taille. Et c'est vrai que bah, malheureusement, on essaie de plus implanter de platane tant qu'il y a ce sujet du chancre. Donc effectivement, il faut avoir ça, il faut le prendre en compte, oui. Allez, Peut-être qu'on va avoir une stratégie différente en fonction de... Enfin voilà, si on parle des arbres, c'est vrai qu'on ne va pas avoir la même stratégie que sur des arbustes. Sur l'arbre, on est obligé de penser effectivement adaptation au changement climatique, vu la durée de vie en fait. Mm. Merci. On prend une toute dernière question. On constate qu'il y a beaucoup de parcelles qui sont anciennement remblayées avec des matériaux agricoles ou de bâtiments, parfois sur des zones humides et parfois avec des épaisseurs de remblai de plus de 2 mètres. Qu'est-ce que vous conseillez dans ce cas-là? Alors, bah, c'est vrai que du coup, là, on va se retrouver avec des sols complètement bouleversés. Et bon, la meilleure chose qu'on puisse faire, en fait, c'est de mettre en place une gestion et des pratiques d'entretien pour restaurer la vie du sol. Donc, comment bah, restaurer la vie du sol? Déjà, un sol nu, c'est un sol qui va souffrir, un sol mort. Donc, un sol déstructuré, il va avoir tendance à l'érosion. Donc, ce qu'on va faire, effectivement, c'est essayer de planter des espèces qui vont vite coloniser, donc avec des croissances rapides, et puis surtout pailler le sol, ne jamais laisser un sol à nu. Et en fait, essayer de reconstituer, un peu comme on peut sur un sol abîmé, de reconstituer cette vie du sol grâce voilà, aux plantations, au paillage, et puis à essayer justement de pas venir reperturber le sol avec des travaux, des labours, des choses comme ça, quoi. Essayer d'avoir une gestion bah, la plus douce possible là-dessus. Je sais si ça répond à la question. Merci beaucoup, Malvina. Ça sera, je pense, le mot de la fin. Oui, il est 10h10, on a un petit peu dépassé. Un très grand merci, Erika et Malvina. C'était extrêmement riche, tout ce que vous nous avez partagé ce matin. Ça donnera certainement lieu je ne sais pas sous quelle forme encore, mais à des temps d'approfondissement de ces sujets-là, en tout cas avec notre réseau Batilab. On partagera évidemment toutes les ressources qui ont été évoquées, les liens dans les éléments d'institution, la captation vidéo de nos échanges aujourd'hui. Vous recevrez chacun et chacune un mail puisque vous étiez inscrit à ce webinaire. Un grand merci à vous, très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à Merci. tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.